Bonjour à tous et bienvenue au webinaire co-organisé par Pramana et Méga International sur le thème Data Gouvernance et Architecture d'entreprise, une synergie essentielle pour l'évolution des organisations. Bonjour Vincent. Bonjour. Je suis Jean-François Diget, partenaire directeur chez Méga International, où je travaille avec des clients en direct ou à travers un réseau de partenaires que j'anime sur une partie de l'Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Pour cet événement côté Méga, nous souhaitions offrir à notre écosystème francophone une réflexion autour de ce que l'on observe sur la data gouvernance. Fort de notre offre OPEX, nous sommes régulièrement sollicités par le marché pour de la data architecture, de la data privacy ou de la data gouvernance, fréquemment en interaction avec le modèle opérationnel et sa transformation. Vous connaissez également Méga et son offre OPEX pour l'architecture d'entreprise ou le process management, ou encore pour la gestion des risques, avec tout ce qui a trait à la mise sous contrôle, la réglementation, la conformité. Cependant, ces sollicitations portent pour l'essentiel sur le comment outiller ces pratiques. Comme nous souhaitions étendre la réflexion aux organisations, aux approches, aux données opérationnelles que nous utilisons certes pour le discovery, mais pas pour la qualité ou le lineage, car nous le faisons autrement, nous nous sommes mis à la recherche d'un co-organisateur. Assez naturellement, Pramana est ressorti en tête de liste sur ces pratiques. Vincent, tout d'abord, je souhaite te dire que j'ai eu beaucoup de plaisir à préparer ce webinaire avec toi et je te passe la main afin que tu puisses te présenter ainsi que Pramana avant de commencer à partager le constat. Ça marche. Merci. Donc, pour faire rapidement une petite présentation, donc Pramana, on a un cabinet de conseil avec 45 consultants. On intervient aussi bien sur le data management et la data governance que sur l'architecture SI. On a vraiment un historique depuis une dizaine d'années sur ces deux sujets qui sont vraiment deux piliers sur lesquels on s'appuie pour aider nos clients à atteindre leurs différents objectifs. On s'appuie aussi bien sûr sur un corpus fondamental académique, en plus de toute notre expérience à travers beaucoup de références et beaucoup de missions, aussi bien l'Open Group, qui doit vous parler d'un point de vue architecture, que d'AMA International pour la data, ainsi qu'un certain nombre d'autres, type ISACA, qui sont aussi des sources de référence assez importantes pour toutes les interventions qu'on peut faire. Moi, plus précisément, en fait, j'ai aussi ce double bagage, c'est-à-dire que j'ai un historique au tout démarrage de ma carrière, plutôt sur la partie intégration, interopérabilité, avec quelques acronymes barbares, type EAI, SEA et ce genre de choses. Puis de l'architecture d'entreprise et de l'urbanisme pendant 5 ou 6 ans. Et maintenant, ça fait environ 8 ans que je fais de la data et qu'au sein de Pramana, je porte Love Data. Donc on a vraiment, pour beaucoup, la plupart de nos entreprises, cette double vocation, architecture SI, data management, qui est un peu le cœur du propos qu'on va pouvoir tenir aujourd'hui. Alors, maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir adresser directement le fond du sujet. Donc, globalement, pour commencer, on va poser un peu le décor, le contexte. Le patrimoine data il évolue énormément. Actuellement, en fait, on va s'apercevoir qu'à travers les nouvelles technologies qui vont façonner beaucoup de data, qui vont remonter beaucoup de choses, à travers les nouvelles technologies qui vont permettre d'exploiter toutes ces données-là, on va avoir une multitude de data qui vont être utiles, qui vont être utilisées, qui vont être nécessaires, aussi bien en termes de volume, avec une grosse variété qui change, et surtout, on va aussi tendre vers une logique beaucoup plus temps réel, avec les choses qui doivent venir instantanément, tout de suite, le plus possible, et les métiers sont de plus en plus friands par rapport à ça. Et donc, en fait, on voit qu'au travers des évolutions technologiques, au travers des possibilités qui sont données aux utilisateurs, on va avoir un paysage data qui va se complexifier, qui va devenir beaucoup plus difficile à gérer, à maîtriser, et donc, mais par contre, qui va ouvrir aussi plus de possibilités. Ce qui fait qu'en fait, au-delà d'avoir les usages classiques, un peu de BI, d'activité opérationnelle, ce genre de choses, on va avoir plein de nouveaux usages qui vont réussir qui vont émerger, que ce soit autour de l'IA, autour du big data, même si c'est plus vraiment nouveau, ça commence déjà à être assez pérenne, assez mature maintenant, mais aussi beaucoup autour de l'orientation des services, avec beaucoup de services qui vont être structurés autour de données, des produits data qui sont soit vendus comme tels, soit basés sur toutes les données qu'on a. Par exemple, on imagine l'émergence des produits d'assurance très
personnalisées à partir des données de conduite que les véhicules maintenant peuvent commencer à remonter. Donc il y a plein de travaux comme ça. On voit qu'il y a une vraie rupture en termes d'usage, en termes de manipulation des données, de ce qu'on souhaite en tirer. Et donc du coup, tout ça, ça émerge, ça rajoute de la complexité au paysage data qui est déjà en train de se complexifier de par ce qu'on disait juste avant. Donc on voit qu'il y a un vrai changement de paradigme, d'échelle, et qu'il y a des vraies transformations à l'heure en ce moment qui posent beaucoup de questions au niveau de l'organisation pour réussir à voir à quel point on doit les suivre, être dedans, est-ce que c'est un effet de mode ou est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus pérenne et long terme. La promesse à travers toutes ces datas et ces nouveaux usages, ces nouvelles possibilités, c'est qu'on a le Falcon Millennium, c'est pour ceux qui le reconnaissent, mais en tout cas, on va arriver avec un vaisseau spatial, des visions très futuristes, on peut vraiment tout faire. Ça, c'est la promesse, c'est vraiment ce qu'on cherche à obtenir. Énormément de progrès, beaucoup de ruptures, beaucoup d'innovations, et bien sûr beaucoup de bénéfices pour les entreprises. Mais actuellement, on part de ça. C'est-à-dire qu'on part d'un tas de Lego, qui sont les données, et on est très 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 loin, dans la plupart des organisations, même dans toutes, je devrais le dire, d'atteindre ces objectifs très ambitieux et ces promesses qu'on peut faire. Les questions qui vont se poser, c'est pourquoi on est aussi loin et comment on va pouvoir transitionner et atteindre ces objectifs-là. Pour m'illustrer un petit peu le challenge qui va s'offrir aux organisations et qui s'offre aux organisations actuellement, on a cet aspect ancienne situation que j'évoquais, avec des volumes contenus, une variété, une diversité de données qui est plutôt contenue. On a beaucoup de reports, d'analyses qui se font à la maille quotidienne, voire plus, et une création de valeur qui était assez classique. Malgré ça, malgré le fait que ce soit des complexités relativement contenues, on était, comme le montre l'illustration, dans un aspect très Sisyphe. En fait, moi j'ai des clients, j'ai un client en tête particulièrement, mais qui reflète beaucoup d'autres, qui avait une structure BI, une équipe de reporting, qui en fait était au début sur 2-3 personnes pour construire les reports, les alimenter. Et au fur et à mesure que le temps progressait, en quelques années, ils sont arrivés à 15 personnes. Pourquoi? Parce qu'ils passaient énormément de temps, pas juste à construire du reporting, mais à réussir à accéder aux données. C'était déjà la première des choses, réussir à récupérer les données dont ils avaient besoin pour construire les reportings. Et derrière, surtout, la partie mise en qualité des données. Parce que les données étaient souvent de mauvaise qualité, difficiles à consolider, ce genre de choses. Et donc, en fait, déjà, on voyait qu'il y avait un vrai travail de Sisyphe. Et eux, ils ont eu une croissance exponentielle de la taille de leur équipe pour pouvoir répondre à cette augmentation de la complexité. Et ils en étaient arrivés à l'image de droite, qui est qu'ils étaient vraiment complètement noyés par les difficultés. Ils mettaient 2 semaines à faire le moindre reporting, ils n'arrivaient plus à tenir le délai, et en fait, ils arrivaient vraiment à un moment de rupture. Et c'est pour ça, justement, qu'ils avaient fait appel à nous, pour mettre en place une gouvernance et faire que ça se passe mieux et qu'ils arrivent de nouveau à produire ce qu'ils devaient faire au vu de la complexité qui augmentait. Et donc, en fait, les organisations actuellement sont vraiment dans ce point de bascule-là, alors plus ou moins avancé selon les organisations, mais ils sont dans un travail où les opérationnels réussissent à sortir les choses en souffrance. Les chefs ne voient pas forcément la difficulté parce qu'ils disent moi j'ai besoin de tel chiffre, mais derrière, il y a pendant une semaine, est-ce qu'ils doivent cravacher pour le sortir? Vraiment un travail décisif, mais de plus en plus, elles arrivent dans un moment de rupture où en fait, on n'y arrive plus. Il y a tellement de données, tellement de variétés, tellement de consolidation à croiser que on arrive dans une situation qui est plus que difficile, qui est complètement problématique. Et ça empêche bien sûr les organisations à créer de la valeur, à créer ces nouveaux usages qu'on voyait avant. J'étais intervenu chez un client où en fait, le manque de qualité de données sur ces master data, pour prendre un exemple, en fait, les empêchait d'aller plus en avant sur toutes les initiatives big data et de maintenance prédictive, vu que j'étais dans l'industrie, parce qu'en fait, il leur manquait des clés de consolidation suffisamment fortes pour pouvoir regrouper toutes les données que tous les capteurs pouvaient récupérer. Et donc, en fait, on voit bien que c'est une vraie... soit on se noie, soit on n'y va pas. Et si on n'y va pas, à terme, on va avoir des gros problèmes par rapport aux concurrents. Et donc, il y a vraiment ce moment charnière dans lequel on est, qui est très important et qui pose beaucoup de difficultés. Oui. Alors, en écho à ce que tu viens de présenter, Vincent, je peux témoigner que les demandes qui nous sont adressées évoluent. Effectivement, si les enjeux sont les mêmes depuis des années autour de la digitalisation de l'offre, notamment, comment tirer parti des nouvelles technologies pour faire évoluer son offre, ou encore comment être plus performant, ou comment répondre à des sujets de conformité, ces dernières émanent aujourd'hui d'une population qui me semble beaucoup plus large, et en tout cas qui n'est plus restreinte, on va dire, à des profils informatiques. Par ailleurs, un focus toujours plus important me semble porter sur la transversalité et le besoin de lever des frontières. Tu parlais notamment d'aller récupérer l'information
c'est exactement ça, casser les fameux silos dont on parle depuis déjà bien longtemps, qu'ils soient organisationnels, géographiques, etc. En même temps, on est face à des personnes, tu l'as dit, hein, il y a des niveaux de maturité qui sont déjà atteints parfois autour de certaines technologies, big data, etc. Donc on est face à des personnes qui sont expérimentées, qui ont généralement de l'expérience sur des projets, mais ces projets ont montré des limites, malgré les différentes initiatives. Donc ça peut être sur le temps passé pour arriver à maîtriser le cheminement de l'information et la création, par exemple, d'un indicateur qui doit être publié par l'entreprise, ou l'inadéquation des fois des organisations et puis de leurs cycles managériaux en regard du cycle de vie des données et des cadres réglementaires qui évoluent. Donc je crois qu'on percevait bien aussi dans ce que tu disais la dimension de ça va plus vite, et donc il faut que les hommes aussi arrivent à aller plus vite, ce qui n'est pas toujours très simple. Non, effectivement, c'est sûr. Voilà. Effectivement, puis, je suis d'accord avec toi, c'est effectivement tout ce problème de transversalité. Et justement, effectivement, en fait, le problème d'où il vient justement de ce manque de transversalité, mais il vient aussi du fait que la donnée, en fait, est perçue comme un sous-produit. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui participe au processus, mais tout le monde est très orienté processus, il faut que les activités métiers se fassent, et on ne voit pas la donnée comme étant quelque chose de central pour l'organisation, mais étant quelque chose qui participe à ces processus, mais de façon un peu indirecte. Et justement, ce que tu évoquais sur le manque de transversalité, c'est que tout est vu de façon très, très locale. Justement, ce côté très vision processus, créer des silos, fait qu'on va essayer, et comme tu disais, les gens montent en maturité sur la data, sur la gestion des données, donc ils vont essayer de faire de la gestion très précise, ils arrivent à avoir des compétences, mais souvent en restant dans ce carcan du processus ou du silo, en fait, ne réussiront pas à aboutir. Et c'est vrai que la data est vue comme une valeur un peu implicite, parce que justement, c'est quelque chose qui participe au process, mais qui n'est pas le cœur du process, et elle est gérée localement. Et c'est ça qui crée des freins. C'est-à-dire que malgré les compétences, malgré l'expertise que les gens peuvent avoir, cette gestion locale va empêcher d'atteindre vraiment l'optimum et ce qu'on souhaite obtenir pour l'organisation. Et c'est bien toute la difficulté. Et comme tu évoquais, le fait d'avoir des silos, donc on voit bien les différents silos avec une donnée qui va être dans différents silos, qui est censée être la même donnée. Un client, c'est le même pour toute l'organisation. Un pays, un site, c'est le même pour toute l'organisation. Mais en fait, comme ces données-là sont traitées très localement dans chacun des processus, les métiers vont avoir des visions différentes, vont pas se comprendre, vont avoir des grosses difficultés, et on va avoir des gros soucis en termes de fluidité. C'est-à-dire que les données ne se comprendront pas, les données ne véhiculeront pas entre les processus, entre les systèmes. On va avoir du mal à accéder aux données qu'on cherche, parce que quand on accède à une base client, finalement, ce n'est pas le client qu'on pensait, mais c'est le client plus les prospects, par exemple, si je prends un exemple parmi d'autres. Et donc, en fait, on va avoir beaucoup de duplication, d'incohérence, même si chacun, dans son process, dans son silo, essaye d'optimiser, on ne va pas réussir à la fin à ce que tout fonctionne bien, parce qu'on aura beaucoup d'incohérence et de duplication. Ça, c'était l'ancien paradigme, vraiment la vision process. La solution, c'est quoi? Comment est-ce qu'on change cet état de fait et vers quoi on va? La solution, c'est de prendre la donnée comme étant un actif de l'entreprise et plus un sous-produit de chaque process. Alors, dit comme ça paraît un peu, comment dire, ça fait un peu marketing commercial, on entend beaucoup la donnée est un actif, c'est répété à l'envi jusqu'à l'écœurement même presque, mais si on revient vraiment à la définition de ce qu'est un actif, c'est particulièrement vrai. Un actif, si on prend une définition qui est très comptable, on va dire, c'est une ressource contrôlée par l'entité, résultant d'événements passés, et à partir de laquelle un bénéfice économique futur est attendu par l'entité. Quand on se pose là, donc c'est typiquement vrai pour un immeuble, pour des compétences, pour des machines dans une usine, c'est complètement vrai. Quand on prend la définition, pour la data, c'est particulièrement vrai aussi. La data, elle est bien résultante d'événements passés, qu'on a capitalisés, qu'on a collectés, qu'on a mis en qualité, pour avoir des bénéfices futurs à travers les usages qu'on peut en faire. Donc la donnée est clairement un actif de l'entreprise. Il y a différentes difficultés d'un point de vue comptable sur comment ça se pose, parce qu'effectivement, ce n'est pas un actif comme les autres qui, plus on l'utilise, moins il a de valeur, bien au contraire. Mais en tout cas, c'est vraiment un actif de l'entreprise, même au sens comptable du terme. Donc, ce n'est pas juste du bullshit ou du langage consultant, d'une certaine façon. Il y a vraiment un changement de paradigme à avoir et considérer que la donnée est quelque chose qui appartient à l'entreprise et pas à chacun des silos. Et ce changement de paradigme va faire qu'on va être dans un nouveau fonctionnement où, en fait, une même donnée, quel que soit le processus qu'il utilise ou qu'il le voit, va avoir le même sens, la même définition, et surtout qu'on va lui apporter une vision, une connaissance commune au global. Vraiment une vision transverse de la donnée sur l'ensemble de son cycle de vie, sur l'ensemble de son utilisation dans l'entreprise ou l'organisation. Donc ça, c'est vraiment important. Et tout l'enjeu va être d'aller vers ce paradigme-là, d'être plus data-driven, et ça, je reprends aussi un mot un peu classique et pas mal écouté,
mais vraiment aller vers cette orientation très transverse de la donnée comme un actif d'entreprise, et le même pour tout le monde. Ça va permettre que la donnée soit beaucoup plus fluide, parce que quand on passe d'un process à l'autre, bah forcément, si c'est la même donnée, qu'elle est définie de la même façon, les métiers se comprennent, les processus se comprennent, et l'IT communique beaucoup plus facilement. Ça va faciliter l'accès aux données, l'accès aux bonnes données surtout, c'est-à-dire de ne pas se tromper de données quand j'essaie d'y accéder. Et surtout, ça va permettre d'atteindre un optimum global. J'évoquais qu'avant, actuellement, chacun a tendance à essayer d'optimiser son process et son optimum local, mais une somme d'optimums locaux ne fait pas un optimum global. Un optimum global, ça va beaucoup plus loin. Ça permet de faire de la mutualisation, de faire du reuse, d'améliorer la qualité globale, d'éviter les redondances, les incohérences. Et donc, on va vraiment tendre vers une optimisation globale au niveau de l'organisation, de la gestion de ces données-là, pour pouvoir, du coup, atteindre des objectifs que le métier se fixe, parce que c'est quand même toujours le métier qui drive, hein, et les nouveaux usages qu'on veut avoir. Et ça, c'est vraiment important de se dire qu'on change de paradigme. On passe d'une vision uniquement orientée process à une vision qui est vraiment beaucoup plus, certes, process, qui vont toujours exister, mais très data aussi. Et la data est vraiment un actif comme un autre et pas juste un sous-produit. Ça, c'est hyper important. Oui, effectivement. Alors, c'est assez amusant. Et puis, quand on croise ça avec la dimension de rapidité, on voit qu'il y a des clients qui avaient des approches assez, des fois, techniques, avec des choses comme du discovery, etc. Et en même temps, bah, aujourd'hui, ils reviennent un peu vers nous pour essayer d'enrichir ça avec cette dimension de donner du sens, euh, expliquer ce qu'est cette donnée, parce qu'effectivement, on a besoin de partager une même vision. Je crois qu'on le ressent bien dans ta présentation. C'est vraiment ce qui manque des fois chez les clients. Et pourtant, il y a eu de multiples initiatives, hein, pour essayer soit de s'absoudre des données, je pense aux ERP, hein, il y a déjà assez longtemps, mais après, il y a eu aussi des approches dites MDM. Pendant un moment, c'était le grand sujet pour essayer d'avoir une meilleure gestion des données de référence. Big Data, bon, pour gérer les flots croissants de données. Et puis, je pense aussi à des choses comme data virtualisation. Je pense à un autre éditeur là, qui poussait pas mal en France pour essayer, on va dire, de donner accès en un point central à des choses finalement décentralisées. Donc, on voit ce nouveau paradigme également chez nous. En même temps, les gens viennent nous voir, donc on se dit qu'il y a sans doute quelque chose qui est lié pas seulement à la data gouvernance, mais aussi au modèle opérationnel. Et il se passe quelque chose entre ces deux mondes qui sont l'architecture d'entreprise et la data gouvernance. Oui, complètement. Mais effectivement, je rejoins ce que tu disais. C'est vrai que toutes ces initiatives-là tendent à mettre de la transversalité, mais le MDM, c'est très clairement l'exemple typique où on veut créer cette transversalité, mais sans avoir forcément changé de paradigme, et c'est la cause de l'échec de beaucoup de ces projets-là. C'est-à-dire qu'en fait, on veut conserver les silos, mais mettre un MDM pour essayer de corriger le problème, sauf que si on ne change pas de paradigme, en fait, c'est quasiment une mission impossible, voire mission très très complexe en tout cas. Et c'est justement la raison principale de l'échec des projets MDM, c'est justement le fait d'avoir voulu mener ces projets sans changer ce paradigme-là, effectivement. Merci Vincent. Avant de passer à la suite, j'invite également les participants, hein, au webinaire à utiliser, vous voyez sur la droite de votre interface, une petite case questions. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous le souhaitez. Je serais ravi de voir s'il y a des questions et de les poser également à Vincent et d'essayer d'y répondre si ça nous concerne, bien sûr. Ok, super. Donc, la question qui se pose maintenant, c'est comment changer ce paradigme, comment atteindre l'optimum global pour l'organisation et comment mettre tout ça en place. Parce qu'effectivement, si les entreprises ne l'ont Ouais. pas encore fait, c'est sûrement qu'il y a beaucoup de complexité. Avant de répondre, il est important de se poser la question de quels sont les challenges à relever, quelles sont les complexités à atteindre sur ce nouveau paradigme, au-delà du simple changement qui est toujours une complexité en soi. Le premier, je pense qu'on a déjà pas mal dit, mais c'est vraiment culturel. C'est-à-dire vraiment aller au-delà des silos, réussir à mettre de la transversalité. Ça, c'est vraiment le point fondamental. Et donc, réussir aussi, au-delà de juste mettre des transversalités, cette transversalité-là, on ne pourra jamais l'atteindre qu'avec des systèmes SI, qu'avec de la technique. Il faut aussi qu'il y ait une vraie coopération cross-métier. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre quand on veut faire ce genre de choses. Avant de pouvoir créer, comme disait un projet de gamme, il faut déjà que les métiers puissent se mettre d'accord sur ce qu'est une donnée client, par exemple. Donc, il y a vraiment cette transversalité-là, elle doit être vue vraiment à tous les niveaux, aussi bien métier que IT, que niveau process. Et donc, du coup, il faut aussi parler, comme on le disait, aussi bien. Ah, je n'entends plus Vincent. Je ne sais pas si nous avons
Un petit souci sur la connexion. J'ai l'impression qu'on a perdu Vincent. Oui. On a perdu Vincent. Bon, et donc on a perdu aussi les slides. Donc, petite seconde, cher public. On va essayer de solutionner le problème. Alors, voilà, revoilà Vincent. Excusez-moi, j'ai une connexion, j'ai été Il y a eu déconnecté. un petit problème technique, il n'y a pas de souci. Vincent, tu as attendu, hein, on n'est pas parti. Ça marche. On est toujours là. Donc Très on en bien. était en fait au challenge. Hein. Tout à fait, oui, au challenge, je venais de finir la partie Pas de culture, c'est problème. ça que vous avez tout. Très bien. Ok, bon, donc désolé pour cette petite interruption. Donc on avait parlé de la culture, effectivement, et puis on allait, je pense, vers les compétences. Tout à fait. Donc, au-delà de la culture, il y a aussi un très fort enjeu sur les compétences. Pourquoi les compétences? Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a une très faible maturité encore au niveau sur la data. Alors, quand je dis très faible, c'est un peu une vision globale et relativement pessimiste. En fait, elle est surtout aussi très hétérogène. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de compétences qui sont très inégalement réparties au sein de l'entreprise et de l'organisation. C'est aussi dû au fait, et ça c'est le deuxième point, que les compétences data sont très variées et complexes à acquérir. Pourquoi elles sont variées et complexes à acquérir? Parce qu'en fait, on a des compétences data qui sont très orientées métier, avec comment je dis, une vision très opérationnelle, qui très plus haut niveau. Je crains qu'on ait à nouveau un problème avec Vincent, donc je vais peut-être... Ah. Alors on a reperdu Vincent, j'ai l'impression, là, zut. Un petit moment de... Alors on a quelques premières questions qui apparaissent, hein, mais j'aurais bien aimé les conserver pour les traiter avec Vincent. Donc je pense qu'il va revenir dans la minute qui suit. Ne nous quittez pas. Nous sommes de retour dans quelques instants. Donc sur les challenges et la compétence, c'est vrai que c'est un gros sujet. D'ailleurs, nous-mêmes, nous avons fait appel à Pramana pour former et reformer quelques consultants sur la partie données. Alors revoilà Vincent. Alors Vincent, sur la partie tu es muté, sur la partie compétence, j'étais en train de dire d'ailleurs que nous avions fait appel à vous pour reformer quelques consultants. Ensuite, on allait passer sur la partie maîtrise de la complexité data. J'ai l'impression que c'est toujours figé. Et je n'entends pas Vincent. Alors sinon, je vais prendre la main sur les slides et commencer à avancer. Oui. Voilà, le retour de Vincent. Alors, est-ce que vous m'entendez? Parfait, oui, oui. Donc Juliette est en train de projeter les slides. Ce sera peut-être plus simple.
Et on se repositionne donc sur les challenges, le slide suivant. Voilà, merci. Oui. Bon, sur la compétence, je disais d'ailleurs qu'on avait utilisé vos services pour reformer des consultants, parce que c'est vrai qu'il faut régulièrement se mettre à jour sur les compétences data qui évoluent quand même beaucoup, même s'il y a des fondamentaux, après il y a des dimensions qui évoluent et des contextes qui évoluent régulièrement, on l'a vu. Hein. Après, on parlait de la maîtrise de la complexité. Ouais. En fait, juste pour revenir très rapidement sur les compétences, effectivement, quand on voit la roue du DMBOK, par exemple, on voit qu'il y a énormément de domaines autour de la data, sécurité, intégration, modélisation, et ainsi de suite, catalogage. Et donc, en fait, il y a énormément de compétences variées aussi. Donc, c'est très important d'avoir ces aspects-là qui sont traités. Et c'est vrai que c'est une vraie difficulté à monter en compétences. Sur la complexité data, du coup, en fait, les entreprises et les organisations ont énormément de données. La plupart ont plusieurs milliers de données qui sont manipulées à travers les différents process. Par contre, ce qui est important à voir sur cet aspect-là, c'est que déjà, en soi, c'est une complexité, mais en plus, ces données vont être réparties dans de nombreux systèmes, elles vont véhiculer dans beaucoup de systèmes, dans 1, 2, voire 10, 15, 20 pour certains. Et surtout, la grosse complexité, et c'est là le challenge qui se pose, c'est qu'il y a une vision éclatée. C'est-à-dire que personne, ou très peu de gens, sauf ceux qui ont mis en place certaines organisations, ont une vision très transverse sur ces données-là, et ont vraiment une vision globale. Chacun a un petit bout de process, avec la data, je l'utilise comme ci, comme ça, et en fait, ça, c'est une vraie complexité pour maîtriser cette data. C'est-à-dire que par défaut, c'est déjà un plat de spaghettis, mais en plus, chacun a qu'un petit bout de ce spaghetti-là pour essayer de comprendre et démêler les fils. Et ça, je l'ai beaucoup vécu quand je faisais des études d'urbanisme. On m'a dit une fois j'ai fait une étude sur faire le cycle de vie de la donnée client. Bon, ça m'a pris en fait 6 mois, le temps d'aller voir tout le monde, toutes les organisations d'entreprise, mettre d'accord les gens, comprendre comment ça se passe, voir dans quel système ça évolue, ça peut être très 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 long. Et donc en fait, on a une vraie complexité qui est un vrai challenge à maîtriser, et donc on verra que la gouvernance et l'architecture vont permettre d'aider tout ça. Et ensuite, le dernier aspect, c'est la technologie qui permet de supporter tout ça, parce qu'en fait, la data, c'est pas que de la techno, mais c'est quand même de la techno pour pouvoir faire les choses de façon traiter les volumes à la vitesse qu'il faut les traiter, et donc pouvoir faire tout ça. Et donc, du coup, on a une vraie maîtrise de l'innovation technologique à avoir au niveau de l'organisation, mais surtout, technologique exactement, mais vraiment avoir un trait. Quelles sont les technologies devant servir à l'organisation et les enjeux métiers. C'est vraiment important de ne pas aller vraiment savoir lesquels. Je pense qu'on n'entend pas très bien Vincent, il y a des coupures. On va passer. Je ne sais pas, parce que pourtant je regarde, ma co a l'air de marcher bien. C'est vraiment bizarre. Ouais, non, mais écoute, ça peut arriver. Désolé à notre auditoire, on s'excuse pour ce problème technique. Alors, je vais essayer de passer sur mon téléphone pour que ça aille mieux. Ouais, une fois qu'on a vu ces différents challenges, en regard justement de nos pratiques, qui tournent autour de la gouvernance des données, mais aussi de l'architecture d'entreprise, on en arrive à se poser la question de l'apport de l'architecture d'entreprise dans le contexte de la gouvernance des données également. Donc, est-ce que ce sont de bons alliés? On s'est posé la question en préparant ce webinaire. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Et donc là, si tu peux prendre la main, je reprends la je te suite, laisse la pas main. de souci. Désolé pour la grande technique. Donc, du coup, en fait, ce qui est vraiment important pour répondre à ce challenge, c'est qu'en fait, la gouvernance et l'architecture d'entreprise, la gouvernance des données, sont vraiment des alliés naturels. Pourquoi? Parce que philosophiquement, en fait, ils reposent sur le même paradigme ou la même volonté d'avancer. Pourquoi? Premièrement, c'est la transversalité. Aussi bien la gouvernance des données que l'architecture d'entreprise a vraiment une vocation à poser une vision transverse, à chercher l'optimum global, à avoir vraiment cette notion de casser les silos pour optimiser les choses au niveau de l'organisation. Donc ça, c'est vraiment le premier des paradigmes qui est important et vraiment la philosophie intrinsèque de ces disciplines-là. C'est apporter une vision transverse. Plus que ça, même, je vais passer directement au troisième point, qui est la vision holistique. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'arrêter juste à un seul aspect qu'on va vouloir optimiser, la partie métier, la partie process, la partie technique, mais il y a vraiment une volonté aussi dans ces deux disciplines d'avoir une vision holistique et de prendre le problème dans sa globalité. Pas de prendre par le petit bout de la lorgnette, mais vraiment d'avoir cette vision holistique des choses.
améliorer la partie métier en lien avec la partie IT et que tout ça fonctionne le mieux possible ensemble. Ce n'est pas en améliorant qu'un petit bout, en saucissonnant les soucis, les problèmes, qu'on va réussir à aboutir. Ça, c'est vraiment important. Au-delà de ça, on va aussi avoir une vision qui est plus long terme pérenne. C'est-à-dire que, vu qu'on veut poser la transversalité, qu'on va aller au-delà des silos et de la facilité actuelle, on va dire, forcément, les bénéfices ne vont pas pouvoir arriver dans la semaine ou dans le mois qui vient. C'est des choses qui vont apporter des bénéfices le plus possible à court terme, mais beaucoup de bénéfices vont arriver sur un temps plus ou moins long. Mais il y a vraiment une vision de pérennité, de chercher l'optimum global de façon pérenne. Et tout ça en assurant bien sûr le lien entre le business et l'IT, aussi bien entre les différentes couches métiers que techniques du SI par exemple, mais aussi bien en cherchant la coopération entre les métiers et l'IT. Vraiment cette coopération qui est importante et sans laquelle on ne réussira pas à avoir cette vision data-centric et à pouvoir vraiment atteindre ce nouveau paradigme qui est de la transversalité, parce qu'on aura beau essayer de la mettre au niveau technique, si les métiers, eux, ne peuvent pas s'entendre et à s'aligner, ça va être compliqué. Et si l'IT et le business ne collaborent pas bien, ça va aussi être un vrai challenge. Typiquement, je suis arrivé chez des clients qui avaient effectivement un peu des guerres de tranchées entre le business et l'IT. Il faut commencer par résoudre ces problèmes-là avant de pouvoir vraiment aller vers cette coopération et vers cette avancée-là, parce que sinon, en fait, on n'y arrivera pas. Et ça, c'est vraiment important à avoir en tête. Et donc, on voit que ce sont des alliés naturels. J'adore ton slide, hein, c'est notre position, bien sûr, chez Mega, et on est convaincu d'avoir une offre unique intégrant ces deux dimensions, ce qui permet d'enrichir les données opérationnelles avec du sens métier, de notre point de vue. C'est vrai, à la fois côté data comme côté EA, en fait, il y a cette dimension il y a un antagonisme des fois entre des temps longs et la pérennité et la nécessité d'aller très vite dont on parlait précédemment quand on a posé le contexte. Et c'est vrai que ce qu'on observe aujourd'hui, par exemple, côté data, on va faire du discovery de data donc, dans une dimension très technique, qu'on va transposer en data catalogue, puis qu'on va relier à des dictionnaires métiers pour donner le sens. C'est vrai côté data, c'est vrai côté aussi architecture d'entreprise, on voit le parallèle avec par exemple une CMDB qu'on va exploiter pour inventorier par exemple des technologies et derrière mettre en œuvre des applications métiers utilisées par l'entreprise. Et comme ça, on voit beaucoup de parallèles et de complémentarité entre ces deux disciplines, très clairement. Alors, c'est vrai que cette vision transversale, long terme, il y a d'autres organisations, d'autres entités dans les organisations qui en fait le portent, comme la sécurité, la compliance, la partie organisation. Mais en fait, il y a un vrai lien très fort, qui est beaucoup plus fort vraiment entre gouvernance et architecture des données. Quand on regarde les définitions posées un peu dans la littérature, par rapport à l'architecture d'entreprise, en fait, on voit que quand on regarde dans TOGAF, on voit que TOGAF, effectivement, qui est un peu la référence sur l'architecture d'entreprise, en fait, va effectivement dire que l'architecture d'entreprise s'intéresse à la description des composants d'entreprise, aussi bien business, IS, application, mais aussi data. Donc on voit déjà que la dimension data existe dans l'architecture d'entreprise, évidemment, mais qu'elle est vraiment posée dès la définition. De la même façon, quand on prend la data gouvernance, alors bien sûr, la définition, ça va s'attacher aux politiques, à l'organisation, aux personnes, à tout ce qui est modèle opérationnel, comment les gens vont pouvoir interagir ensemble autour de la data, avec bien sûr des éléments aussi culturels qui vont être très importants, et la gestion des données. Mais en fait, quand on regarde dans le détail, un des sujets, des thèmes que met en avant le DMBOK, qui est la référence sur le data management et la data gouvernance, c'est la data architecture qui est un thème à part entière. Et donc on voit tout de suite que l'architecture aussi a une phase très importante dans cet aspect-là. Et en fait, on voit bien qu'entre les deux, il y a un vrai continuum, avec toute une articulation, un certain nombre d'éléments qui permettent cette articulation-là, comme tout ce qui est lineage, modélisation de données. Donc on voit qu'il y a tout un ensemble de faits, d'artefacts, on va dire, si je reprends un terme un peu plus architecture, qui sont entre les deux. Et donc il est vraiment important de se dire que ce continuum-là est présent, est très fort, et les deux doivent vraiment collaborer ensemble. D'ailleurs, des fois, ça peut poser quelques difficultés dans les organisations. Parce que je parlais tout à l'heure de la guerre de tranchées entre l'IT et le business. Il arrive des fois que, vu que ces sujets-là sont et un peu d'un côté et un peu de l'autre, qu'il y ait une rivalité ou des complexités à savoir qui doit faire quoi dans l'organisation. Et en vrai, il n'y a pas de bonne réponse. Généralement, selon le contexte, selon l'historique de l'organisation, certains éléments de modélisation de données, de data lineage, vont être portés plutôt par l'architecture, parce que c'est des choses qu'ils faisaient historiquement et qui ont une compétence pour le faire. Des fois, en fait, ça peut plutôt être côté gouvernance, parce que ça va avoir un lien plus fort avec la partie catalogage ou la partie
ou la partie reporting. Et donc, en fait, selon les organisations, ce continuum qui est en fait une zone de recouvrement va pouvoir être porté plutôt par l'un ou par l'autre. Mais il est très important de le clarifier pour que la coopération puisse être vraiment pérenne et qu'on puisse, gouvernance et architecture, travailler ensemble pour avancer. Parce qu'il y a déjà tellement de challenges à faire face qu'il ne faut pas se faire la guerre, ou en tout cas, il faut résoudre ces problèmes-là avant de les traiter, sinon on va avoir du mal à avancer. Et ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. Ouais, il y a un point commun qui réside certainement aussi entre les deux, qui est des problèmes de description de l'existant, souvent, euh, parce que c'est un préalable à l'analyse, hein, au gap analysis, que ce soit réglementaire ou lié à la transformation. Donc, on voit que ces descriptions, c'est un manque fréquent et une difficulté pour les entreprises, hein, d'où l'intérêt croissant dans ces organisations qui vont vite pour des technologies de discovery dont je parlais déjà il y a quelques instants, qui permettent des inventaires massifs, des fois même trop massifs, donc besoin de filtrer quand même un peu. Et puis, par contre, l'intérêt, c'est que c'est très rapide, quoi. Bon, ces inventaires sont souvent aussi trop techniques, avec trop peu de sens métier. Donc, je pense que dans ces deux pratiques, on va aussi vers des sachants métiers euh, qui sont souvent quand même limités au sein de l'entreprise et qui manquent un peu. Alors, peut-être que ça concourt au rapprochement finalement des équipes par manque de compétences métiers, non? Oui, non, c'est sûr. Effectivement, en fait, c'est vraiment important effectivement, d'avoir ce lien avec les compétences métiers et de. En fait, soit on a des compétences métiers qui sont dans les équipes centralisées, soit en fait on a d'autres organisations, on va plutôt responsabiliser les métiers pour les faire aller vers la data ou vers ce genre de choses. En fait, ça c'est vraiment un équilibre à trouver en fonction de la culture de l'entreprise et de là où on part. C'est est-ce qu'on va plutôt faire un choix d'organisation très centralisée, mais qui du coup peut être très chronophage et on va avoir du mal à l'échelle, avoir une connaissance du contexte précis, ou alors aller vers quelque chose de très décentralisé, où là c'est plutôt les métiers qui vont monter en compétence sur ces aspects-là et qui vont être épaulés par une équipe centrale. Et bien sûr, souvent, c'est entre les deux qu'on se positionne en fonction de la maturité des compétences. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs organisations possibles pour pouvoir justement créer ces aspects-là et faire ce lien avec le métier. En Et même c'est tout temps l'enjeu de que, ces challenges culturels. En même temps que ces aspects de collecte d'informations, je dirais, par le bas, est très opérationnel. On a toujours des choses qui viennent du haut pour mettre en place des nouvelles offres, des nouvelles données associées. Et par exemple, ce qu'on peut observer des fois chez certains clients, c'est les organisations un peu agiles, en tribu, avec des chapitres, et puis des gens en fait qui ne sont pas toujours du métier, à proprement parler, mais qui vont être dans le chapitre en essayant d'avoir ce point de vue, ou data, ou architecture, etc., pour Complètement. essayer de jouer, en gros, une synergie, hein. Oui, c'est une des possibilités, effectivement, d'organisation, ouais, tout à fait. Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail des synergies qu'on va avoir entre la partie gouvernance et la partie archi d'entreprise, parce qu'au-delà d'un continuum, en fait, justement, ce que j'expliquais, c'est qu'il y a une vraie synergie importante à poser. D'un côté, on va prendre la gouvernance pour commencer. La gouvernance va avoir un vrai intérêt pour responsabiliser les métiers sur les données. En fait, dans mon passé, on va dire, d'architecte d'entreprise, j'avais souvent beaucoup de difficultés à mobiliser les métiers, à avancer sur ces aspects-là et à faire qu'ils s'engagent sur les travaux que je menais. Et je pense que c'est quelque chose que beaucoup d'architectes ont vécu. Et c'est vrai que la gouvernance, par l'organisation qui va mettre en place, par les pratiques qui vont être mises en place et par le changement culturel que la gouvernance va essayer d'induire, va responsabiliser les métiers sur les données, ce qui va grandement faciliter toutes les initiatives d'architecture. L'autre aspect, ça va être aussi la prise de décision transverse qui va être facilitée. L'objectif d'une gouvernance, c'est justement d'être capable de prendre des décisions sur les données, et qui dit sur les données, dit de façon transverse. Et donc c'est pour ça qu'on parle aussi beaucoup de collaboration entre les métiers. Ça, c'est vraiment les deux aspects très fondamentaux de la gouvernance et qui va vraiment démultiplier pour l'ensemble des travaux d'architecture ou même des autres travaux de gouvernance et de management de données. Ensuite, la gouvernance va aussi œuvrer par la data à l'alignement entre les métiers et le SI. L'architecture, de son côté, va œuvrer sur cet alignement par d'autres aspects, les process, les activités, quelles capacités et fonctionnalités je mets en place. Mais par la data, la gouvernance va aussi beaucoup travailler à ça. Typiquement, quand on parle d'outils, on a le glossaire métier, le dictionnaire, le lien entre les deux, ça permet de créer du lien. Donc la gouvernance va aussi apporter sa brique et sa pierre à l'édifice par rapport à ça. Et ensuite, la gouvernance va aussi être fortement bénéfique pour l'architecte d'entreprise et pour l'organisation globale par les changements de pratiques qu'elle va induire.
du data by design, du quality by design, la coopération intermétier dans les différents projets. Tout ça, c'est des pratiques que la gouvernance va essayer de mettre en place et qui vont vraiment favoriser toute l'organisation et en particulier l'archi d'entreprise qui souvent a des freins par rapport à ça. De son côté, l'archi d'entreprise va apporter aussi énormément avec une grosse connaissance sur ce sujet-là. Ensuite, on va avoir tout ce qui est schéma directeur. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est aussi une des parties du continuum entre les deux. C'est que la gouvernance souvent arrive avec une roadmap data à définir pour avoir une trajectoire qui va hisser l'organisation sur la data. Mais tout ça, en fait, c'est très fortement lié et c'est ancré complètement dans un schéma directeur SI qui va supporter cette trajectoire data. Et donc, l'archi d'entreprise, avec son schéma directeur SI, va permettre d'aider la trajectoire data, de l'inclure, et il y a un lien très fort entre les deux. Donc ça, c'est aussi un très gros apport qui est important. De la même façon, l'archi va aussi, à travers l'usage de patterns d'architecture, homogénéiser du coup le SI, la façon dont on pilote, dont on fait des applications, mais aussi dont on gère du coup les données. Et cette homogénéisation va aussi fortement simplifier toutes les initiatives autour de la data. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important aussi, et qui va permettre de faciliter l'ensemble des choses. Et de la même façon, il y aura des bonnes pratiques de la conception qui vont s'appuyer et s'échanger avec la partie gouvernance. Et ça, c'est vraiment important de se dire qu'on a vraiment des apports mutuels. Alors là, c'est les principaux, j'ai listé, il y en a d'autres, mais il y a vraiment les apports mutuels qui sont importants et chacun va enrichir l'autre et va vraiment permettre que les initiatives de l'autre soient beaucoup plus efficientes, beaucoup plus pérennes. Et ça, c'est vraiment important de se dire que les deux vont avoir un apport mutuel et une vraie synergie. J'ai envie de te poser une ou deux questions Ouais. de nos auditeurs là, à ce niveau, et avant qu'on arrive au slot de questions-réponses finales. Il y en a une qui est quelle est la place de la modélisation et de la métamodélisation? Alors, la place justement de la modélisation se place un peu dans ce continuum que j'évoquais parce qu'elle fait et partie de l'architecture d'entreprise et partie de la gouvernance et du management de données au travers de la data architecture. Donc effectivement, ça c'est quelque chose qui va vraiment être positionné entre les deux. Et donc en fait, selon les organisations, ça sera plutôt l'un ou plutôt l'autre qui le prendra. Mais typiquement, ce qui est important de voir, c'est que les deux font vraiment les cercles. La modélisation de données va représenter des concepts, des data, elle va les modéliser, mais ces concepts qui sont représentés là, c'est des choses qui doivent aussi faire du lien. Donc, c'est aussi ces concepts-là qui seront utilisés dans le glossaire métier côté gouvernance, par exemple, ou qui vont être utilisés dans le référentiel d'architecture côté archi d'entreprise. Et donc, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que où est-ce que ça se situe? Ça dépend des organisations, l'un ou l'autre. Par contre, ce qui est sûr à 100%, c'est que tout ça doit être lié et que dans la partie catalogue, comme dans la partie référentielle d'architecture. Et tout ça, ça doit être aligné. C'est que si chacun dans son coin fait des choses et définit un client d'une façon différente, ou appelle ça un client, d'autre côté appelle ça un usager, à la fin, en fait, on va créer plus de bruit qu'autre chose. Donc c'est important que tout ça soit aligné. Très clair. De façon, je dirais, associée, il y avait une question aussi qui peut, je pense, éclairer tout le monde. Ce serait, peux-tu donner un exemple de règles de gouvernance? Parce qu'on a parlé pas mal de gouvernance des données. Alors, c'est des questions qui reviennent assez souvent. Quelles pourraient être des règles de gouvernance? Alors, on peut en avoir de différents niveaux, donc soit très opérationnel, soit plutôt sur de la gouvernance stricto sensus. Par exemple, je vais prendre une règle très opérationnelle qui est toutes les données identifiées comme critiques par l'entreprise, sachant que bien sûr, il faut définir ce que c'est qu'une donnée critique par ailleurs, sinon la règle ne marche pas, mais toutes les données entreprises doivent avoir des reportings de qualité mis en place pour surveiller leur qualité. Ça peut être une première règle de gouvernance, qui est très sur le qu'est-ce qu'on doit faire. Des aspects plus high level, on va dire, on peut avoir des choses type, en fait, comment, sur le mode de décision autour des données. C'est tous les utilisateurs d'une donnée doivent donner leur accord avant que le processus, le cycle de vie des données soit transformé. Ça peut être une règle de gouvernance pour fixer le mode de décision. Un mode de décision qui est très consensus, qui n'est pas forcément plus rapide pour délivrer des choses, mais on peut en avoir d'autres. On peut dire, il y a un responsable qui est le responsable de la data, ou le data owner, doit prendre en compte les avis de tous les consommateurs avant de prendre une décision sur la data. Ça, c'est des modes de faire sur comment on prend une décision. Donc, on peut avoir des règles à des niveaux très variés. Donc, Merci Vincent. Question. Oui, il me semble. Merci pour ces règles qui sont effectivement à des hauteurs, on va dire, différentes.
J'en ai une dernière avant de passer à la transition et à ma propre question qui va introduire la suite de la présentation. Je la prends parce que je la trouve assez intéressante en regard de tout le constat qu'on a posé jusqu'à présent et du contexte de beaucoup de nos clients. C'est quelle place accorder à la data dans la transformation digitale, sachant que la transformation doit être managériale et culturelle avant d'être technologique. Alors, je peux te la relire je vais si tu répondre en veux. 2 temps à la réponse. Ouais. Non, en fait, je vais répondre en 2 temps. Pour moi, la data est fondamentale pour la transformation digitale, parce que justement, c'est tout l'enjeu du changement de paradigme, c'est de pouvoir parler data. Par contre, qui dit data ne dit pas technique. C'est vrai que des fois, on voit trop souvent l'association data technique, parce que la data est gérée par des systèmes principalement, c'est clair, et on a besoin de ces systèmes-là pour gérer toute la masse et toute la complexité de la data. Mais quand je parle data, moi, je parle avant tout technologie, Métier. mais avant tout, changement culturel, métier. Pour moi, c'est le métier qui est le nerf de la guerre pour changer la data, et la technologie, le technique, va venir supporter cette transformation-là. Donc, la data est au cœur de l'innovation et de la transformation numérique des entreprises, parce qu'elle est fondamentalement métier, puis technologique. La technologie est un moyen, mais la finalité, c'est vraiment que les métiers arrivent à opérer, à faire leurs usages pour obtenir les bénéfices qu'ils veulent. Pour ma part, j'aime dire que la data, ça doit être un moyen de revisiter son offre produit ou service, enfin l'offre de l'entreprise, pour la faire évoluer et la rendre digitale, c'est-à-dire tirer parti de toutes les nouvelles technologies qui sont là. Mais c'est quelque chose qui aujourd'hui, je pense, est relativement encore peu mis en place chez nos clients. On voit des offres qui évoluent, mais très souvent, on a des offres historiques qui sont juste maintenues et mises à disposition autrement. Des fois, on change le canal, des fois, on change un peu la forme, mais globalement, le service ou le produit reste le même encore. Non, Ça va complètement. peut-être changer avec l'intelligence artificielle et tout cela. Même sans ça, en Alors, fait, on peut déjà des changements qui peuvent être faits sans intelligence artificielle. C'est déjà des choses qui peuvent être initiées sans ça. Mais c'est une façon de construire les produits, effectivement, qui a changé. ouais. Bah, quand je parle de l'intelligence artificielle, c'est aussi lié au rythme que l'on voit même dans les entreprises à s'efforcer d'intégrer rapidement ces nouveaux dispositifs, alors que par le passé, des fois, on s'est contenté quelque part de porter dans des nouvelles technologies des choses Tout à fait. identiques. Alors, arrivé à ce niveau, j'avais envie de te poser une question parce que c'est ce qu'on a fait en préparant le webinaire, c'était dans le cadre des formations que tu dispenses, des missions d'accompagnement de tes clients, est-ce qu'il y a des tendances, des questions qui reviennent régulièrement ou des choses que toi, tu essaies de pousser et de mettre en avant dans tes échanges avec tes clients? Depuis quelques temps, surtout en formation, j'ai eu beaucoup de questions sur le data mesh, principalement venues d'architectes d'entreprise qui me disaient en fait, nous, on a mis en place un data mesh, est-ce que la gouvernance à laquelle ils sont en train de se former peut m'aider? Et effectivement, c'est un constat que j'ai beaucoup vu. Alors, data mesh, c'est un sujet qui est un peu à la mode, mais c'est un constat que j'ai beaucoup vu, c'est qu'il y a eu beaucoup d'organisations qui ont mis en place du data mesh avec une vision très technocentrée, avec un aspect, on va mettre en place une plateforme, on va pouvoir mettre des datasets à disposition, et tout ça, ça va faire fluidifier et faciliter la vie du métier. Et en fait, ils s'aperçoivent que très rapidement, les bénéfices escomptés ne sont pas là. Et souvent, les gens ils se posent la question du et en formation gouvernance, beaucoup d'architectes m'ont dit mais en fait, la gouvernance, est-ce que ça ne pourrait pas m'aider? Parce qu'en fait, là, je vois qu'il y a des rôles qui sont mis autour des données, et c'est un peu ce qui nous manque quand on a mis en place chez nous le data mesh. Et effectivement, c'est particulièrement le cas. C'est-à-dire que le data mesh, si on reprend cette définition, telle que c'était posée par Zhamak Dehghani, c'est ça, Zhamak Dehghani, c'est vraiment une approche qui est socio-technologique. Alors, ça a été basé pour la partie vraiment partager données au niveau des données analytiques, pour pouvoir gérer la complexité de l'ensemble des données de l'entreprise, mais c'est vraiment cet aspect socio-technologique qui est important. C'est-à-dire que oui, il y a un aspect technologique qui va permettre de véhiculer les données plus rapidement, de les pré-packager, de les mettre à disposition rapidement, mais par contre, il y a tout un aspect qui est hyper important autour de l'organisation et du modèle opérationnel, qui permet de faire fonctionner ça. Justement, on va pouvoir passer au slide qui explique un petit peu plus. Mais c'est vrai que trop souvent, on voit les organisations qui vont se lancer sur des aspects très technocentrés, en disant je mets la solution technique, l'architecture qui va bien et tout ira bien, alors qu'en fait, il y a 4 grands principes qui ont été dictés dans le data mesh. Le principal, qui est le deuxième ici, mais qui est la donnée comme un produit. Ça, c'est vraiment important, c'est que
la donnée va être vue comme un produit qu'on va mettre à disposition à travers une plateforme de SaaS service, qui est le troisième principe, mais qu'on va mettre à disposition au métier pour qu'ils puissent faire leurs usages. Il y a vraiment cette notion que tu évoquais de packaging de services, de produits. Là, on voit vraiment la donnée qu'on va construire comme un produit pour que les utilisateurs métiers puissent l'utiliser et aient envie de prendre le produit. C'est vraiment ça l'idée. Donc, il y a vraiment cet aspect un peu, alors, pas commercial, mais vraiment de relation client-produit qui est derrière. Mais pour faire ça, la technologie ne va pas suffire. On voit bien que tout de suite, si les utilisateurs métiers sont des clients, je ne peux pas répondre qu'avec de la techno, il faut que je réponde avec du métier, sinon ça ne va pas le faire. Et ça, pour réussir à le faire, et que tout ça fonctionne bien, on a besoin d'une gouvernance fédérée qui va permettre de piloter les produits, les datasets qu'on met en évidence, qu'on propose, comment ils sont utilisés, comment je contrôle tout ça, comment je les construis, comment je sais est-ce qu'un produit va être pertinent pour les consommateurs ou pas, donc tous ces aspects-là, comment je prends des décisions dessus, mais aussi, pour gérer cette complexité-là, on va s'appuyer sur un ownership, donc une propriété autour de ces produits, qui vont être orientés domaine. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne peut pas gérer la complexité, on a besoin de subdiviser. En fait, il faut diviser pour régner, hein, si je reprends une expression, parce qu'en fait, il y a trop de données, c'est trop complexe, et si on commence à mettre les produits que tout le monde fait un peu dans son coin, on va avoir un énorme chaos qui sera indescriptible, ce qui justement se passe souvent quand on a une vision purement technocentrée. Et en fait, on a besoin de structurer ça, et souvent, la meilleure façon de structurer, c'est par domaine sur lesquels la gouvernance va pouvoir venir s'appuyer et structurer tout ça, avec des rôles type product owner ou ce genre de choses qui vont avoir pour responsabilité de proposer un produit, un dataset, en s'appuyant, en s'assurant que toute la chaîne de production avant puisse fournir des données de bonne qualité. Et tout ça, c'est vraiment les 4 grands principes. Quand je dis ça, on voit effectivement que la gouvernance et l'architecture, bien sûr, vont avoir leur rôle à jouer, parce qu'on voit des aspects architecturaux, des aspects d'ownership, des aspects de culture, des aspects d'organisation, et forcément, le data mesh, c'est le parfait exemple de ce que j'expliquais au-dessus, de la synergie entre l'architecture d'entreprise et la data gouvernance, qui sont vraiment indispensables pour qu'un data mesh fonctionne bien. On a besoin de l'architecture pour pouvoir mettre en place l'architecture de la plateforme, une plateforme qui tourne avec des bons niveaux de performance, avec des temps d'accès, du temps réel, du data streaming, de la consolidation, de l'intégration, enfin, de la gestion des API, tous ces aspects technologiques qui vont être importants à dimensionner, à packager, à intégrer correctement dans le SI actuel, parce que ce n'est pas juste en sortant la bonne plateforme que tout se passe bien, mais il faut aussi savoir dans quel SI on s'intègre. Si je suis dans un SI qui est une Rolls-Royce, qui est hyper APIisé, ou dans un SI qui est plutôt avec beaucoup d'échanges de flux de données, avec des fichiers, des choses comme ça, je ne vais pas pouvoir mettre les mêmes structures en place. Donc il y a tout cet aspect important d'intégration dans le SI, d'architecture de la plateforme qui va être posée, et aussi surtout d'interaction entre les différents datasets, les différents domaines. Est-ce que chacun propose des choses complètement disjointes? Est-ce que je peux faire de la composition entre mes différents produits? Donc il y a tout un aspect architectural très important porté par l'architecture. Mais à côté de ça, pour que tout ça puisse fonctionner correctement, on a besoin d'un fort pilier sur la gouvernance aussi. Et donc du coup, le modèle opérationnel qui intervient sur mes données, sur ma plateforme, sur mes données en tant que produit, comment je prends des décisions, ça c'est vraiment le nerf de la guerre, comment je design mes produits. Est-ce que je dois répondre à tous les usages de façon très spécifique? Est-ce que je dois homogénéiser ça et rendre des choses beaucoup plus synthétiques? Le fait de responsabiliser aussi les métiers, parce que l'architecture, l'IT, seul ne peut pas designer ses produits. Comme je disais, c'est très lié aux usages métiers, donc c'est très, très métier. Donc il faut responsabiliser les métiers sur la conception des produits, mais aussi sur leur run. S'assurer qu'ils restent pérennes dans le temps, qu'ils restent toujours pertinents, et que si les usages évoluent, comment est-ce que je le fais évoluer? S'il y a de la qualité à mettre en place et à faire, comment je le mets en place avec du data stewardship ou ce genre de choses. Donc les métiers ont une vraie responsabilité, pas que sur la conception, mais aussi sur le run de ces produits-là. Et ensuite, les aspects aussi, bonne utilisation des data products. La gouvernance va être là aussi pour poser et éviter le Far West d'une certaine façon, et poser comment je dois utiliser mes data products, quelles sont les règles d'usage, comment je suis compliant en RGPD, quelles sont les réglementations qu'il faut que je vérifie, est-ce que ces données-là peuvent être utilisées de façon anonymisée ou pas, et ce genre de choses. Et donc en fait, l'un sans l'autre, ça ne marchera pas. Si vous mettez que de la gouvernance et que votre plateforme n'est pas du tout architecturée correctement, ça ne marchera pas parce qu'il y aura plein de problèmes techniques, les données ne seront pas accessibles, ça mettra beaucoup trop de temps, vous aurez plein de soucis. Mais inversement, si vous mettez votre architecture et votre plateforme en place sans avoir tous les aspects de gouvernance associés, vous aurez un superbe outil, vous aurez plein de flux de données, mais à la fin, vos produits ne seront pas utilisés parce qu'ils seront mal designés, pas de bonne qualité, pas clairs à comprendre, parce que souvent la définition déjà des données, c'est le premier aspect pour que les gens puissent les utiliser correctement. Et donc, vous allez vraiment avoir besoin de marcher sur 2 pieds pour que le data mesh puisse fonctionner. Et c'est pour ça que c'est une parfaite illustration de cette synergie entre la gouvernance et l'architecture. Très bien. Merci Vincent.
On arrive au terme de l'heure de ce webinaire. On a encore quelques questions, mais on va peut-être y répondre en off. En tout cas, merci beaucoup pour ton intervention. C'était un plaisir. Pareil, Et également. puis, je souhaite remercier aussi tous les participants, les auditeurs, et m'excuser auprès d'eux pour les petits problèmes techniques que nous avons rencontrés. Bon, malheureusement, ça peut arriver. C'est la vie. On en est tous conscients avec, je dirais, tous nos environnements technologiques. Et puis, des fois, c'est tout simplement des décisions organisationnelles. J'étais moi-même en Algérie, par exemple, la semaine dernière, et j'ai découvert que via la 4G, je n'avais pas accès à Internet parce qu'il y avait le bac. Donc, il y a des surprises dans la vie. C'était le cas un peu ce matin. En tout cas, on a été ravis de traiter de ce sujet. Je crois que c'était un sujet qui a recueilli beaucoup d'inscriptions parce que c'est un sujet très actuel. Et on est là pour interagir avec vous autour de ce sujet. N'hésitez pas à nous contacter, ce sera avec plaisir. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.